Salut à tous, c'est Jérémy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et ça y est, on y est. On a franchi le cap des 1000 abonnés. Aujourd'hui, comme promis, je vous fais la foire aux questions, la FAQ, pour célébrer ce palier des 1000 abonnés sur la chaîne YouTube Enseigner le FLE en ligne. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je réponds à toutes vos questions. Vous avez posé pas mal de questions, 8 questions. Alors, j'ai pas laissé le temps de répondre à des milliards de questions parce que voilà, déjà 8 questions, c'est déjà pas mal. Ça fait une vidéo assez longue. Donc, je vais pas répondre non plus à des dizaines et dizaines de questions. Mais déjà, je vous ai laissé 3 jours pour envoyer des questions. Vous avez posé 8 questions au total, ce qui est plutôt bien. Ça fait une vidéo assez complète. Donc, je réponds à toutes ces questions dans cette vidéo. Il y a des questions qui sont très intéressantes. On va y répondre. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir toutes ces réponses. Et surtout, j'ai une annonce à vous faire qui va un petit peu bouleverser pas mal de choses. Donc je vous dis ça en fin de vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin pour découvrir aussi l'annonce que j'ai à vous faire, qui est assez importante. Tout le monde se doit de l'écouter, c'est très important. D'accord ? Avant que cette vidéo commence, je vous invite donc à rejoindre ma formation gratuite, 3 jours pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne, sans aucune expérience et en partant de zéro. Donc si vous avez envie de vous lancer en ligne, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous ne savez pas comment trouver vos premiers clients, vous ne savez pas comment les fidéliser et savoir si ça va vous plaire ou pas, j'ai mis en place cette formation sur 3 jours avec un plan d'action où je vous accompagne avec astuces, méthodes, conseils. Donc n'hésitez pas, ne vous en privez pas, c'est une formation qui est 100% gratuite et c'est le tout premier lien dans la description pour en profiter. N'hésitez pas. Alors on commence dans le vif du sujet. La première question qui m'a été posée, c'est par Alex. Alors c'est un ami à moi, il a voulu troller, c'est une private joke, donc une blague privée qu'on a entre nous. Mais je vais quand même y répondre parce que c'est une question qui est, même si c'est une blague qu'on a entre nous, c'est quand même une question intéressante, donc je me suis permis quand même d'y répondre. Alors la question d'Alex, c'est que faire en cas de manquement à la discipline? Alors, dans le cadre de l'enseignement du FLE, j'imagine qu'il parle d'ailleurs c'est une vidéo que j'avais faite sur la chaîne, on va en parler dans un instant. Il parle du fait de, voilà, si vous avez la flemme de préparer vos cours et que vous avez la flemme, voilà, de bien faire votre travail de préparation de cours. Parce qu'il y a plein mal de travaux quand on est prof de FLE. On a bien sûr le fait d'enseigner, mais on a aussi le fait de préparer les cours et ça prend énormément de temps. Donc on peut avoir la flemme. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet. Je vous invite à aller la voir. Je mets le lien en haut à droite de l'écran. Ça s'appelait Comment vaincre la flemme. D'accord ? Et je vais résumer très rapidement ce que j'ai dit dans cette vidéo. Mais en gros, il y a plusieurs techniques. Alors, c'est pas si on n'a plus la flemme et du coup qu'on ne le fait pas. Ça, c'est pas très grave, mais c'est pour ne plus avoir la flemme, pour ne pas manquer à la discipline, pour garder la discipline. Alors, grosso modo, je vous résume ce que j'ai dit dans cette vidéo, mais je vous invite quand même à regarder cette vidéo qui est beaucoup plus complète. Alors, comment ne pas manquer à la discipline, et pour ne pas avoir la flemme, comment vaincre la flemme en priorité, il y a 4 étapes, d'accord ? Déjà, la meilleure chose à faire, c'est de le faire coûte que coûte. On a toujours une petite voix dans la tête qui fait qu'on n'a pas envie de faire les choses. Quand on s'impose des choses, en fait, on n'a jamais envie de les faire. D'accord ? On a une sorte de résistance intérieure qui fait qu'on n'a pas envie de le faire. Donc, dans le cadre du prof de FLE qui n'a pas envie de, peut-être comme vous et moi, c'est normal d'avoir la flemme de préparer un cours, ça arrive à tout le monde. Mais il faut juste se forcer à le faire, il faut juste pas s'écouter, tout simplement. Et une fois que vous l'aurez fait, vous serez très content et vous serez dit, heureusement que je ne me suis pas écouté. Voilà. La deuxième étape pour ne pas avoir la flemme, pour ne pas manquer de discipline, c'est de décomposer une grande tâche en petites sous-tâches, en fait. Plus vous décomposez le grand problème en plusieurs petits problèmes, et plus le grand problème vous paraîtra simple. Souvent, quand on a la flemme, c'est juste parce qu'on a un grand objectif, d'accord ? Le fait de préparer un cours, on s'imagine que ça va déjà prendre 3-4 heures, du coup on a la flemme. Par contre, si on dit que le cours il va prendre 20 minutes à faire, qu'il y a quelques petites sous-tâches de rien du tout, au final on va le faire, et au lieu d'y passer 20 minutes, on va peut-être y passer beaucoup plus de temps, et on sera très fier de ce qu'on aura fait. Donc en fait, voilà, c'est vraiment la projection mentale de se dire que c'est une tâche compliquée et longue à faire qui fait qu'on a la flemme. Mais je vous donne un exemple tout bête, sur cette chaîne YouTube, on a fait, moi ça fait depuis avril maintenant que je fais une vidéo par jour, j'ai fait plus de 130 vidéos, d'accord ? Et comment j'ai réussi à faire ça ? Juste parce que j'ai fait des vidéos beaucoup plus simples et beaucoup plus courtes à faire, à réaliser. Alors qu'avant, si vous avez suivi mon passé de youtubeur, ou peut-être pas, avant je passais des fois des semaines, voire des mois à faire une vidéo, forcément je pouvais jamais faire quelque chose sur le long terme et faire plein de vidéos parce que c'était beaucoup trop contraignant, d'accord ? Et beaucoup trop compliqué. Donc si plus vous faites simple et court, en petites sous-tâches, et plus c'est plus simple d'analyser, de réaliser un très gros objectif, d'accord ? Le troisième point, c'est l'ancrage. Alors, l'ancrage, ça veut dire que vous allez projeter une image mentale positive, en fait, et cette image positive va donner vraiment beaucoup de motivation et vous permettre donc de passer à l'action. Moi, je donnais l'exemple dans ma vidéo, justement, c'est que quand j'avais la flemme d'aller à la salle de sport,
je m'imaginais tremper mes lèvres en arrivant dans un jus d'orange que j'avais pris à la machine, d'accord, un jus d'orange pressé, et ça me motivait en fait, rien que l'idée de prendre un jus d'orange pressé, m'aider à passer à l'action, d'aller et de me déplacer à la salle, d'accord. Parce que si j'imaginais souffrir et soulever des poids à la salle, ça me donnait pas du tout envie. Par contre, le fait juste d'avoir ce petit plaisir avant de commencer, ce petit jus d'orange pressé, ça m'aidait à passer à l'action. Et donc faites pareil avec les cours de FLE. Si vous arrivez à vous dire, voilà, je vais bien préparer mes cours, et je vais être fier de ce que j'ai fait, vous avez cette image mentale, cette projection, vous allez beaucoup avoir moins de flemme de passer à l'action, d'accord. Quatrième point, la visualisation du résultat, c'est le résultat final, c'est une fois que je l'aurai fait, je serai fier de moi, donc une fois que j'aurai préparé mon cours de FLE, je serai vraiment fier de moi, d'accord. Je reprends l'exemple de la salle, moi quand je m'imaginais avoir fait ma séance et avoir les endorphines et avoir cette sensation de bien-être, je me sentais vraiment, vraiment bien, quoi. Donc voilà, les 4 étapes pour ne pas manquer de discipline, pour répondre à la question d'Alex, même si c'était un troll, c'est quand même une question intéressante, d'accord. Alors on passe à la question numéro 2, qui a été posée par David Morphis, et qui est super intéressante, hein. Il m'a posé 2 questions dans sa FAQ auxquelles je vais répondre. Alors on va lire la question ensemble. Vous voyez, donc voilà. Ne trouvez-vous pas qu'il y a un réel décalage entre ce qu'on enseigne dans les méthodes, vocabulaire, grammaire et les épreuves type DELF? Le contenu n'a souvent rien à voir avec ce qu'on teste, non? Des gens peuvent comprendre et s'exprimer approximativement, alors que ce qu'on souhaite, c'est que leur structure linguistique soit correcte. Certes, on peut exiger la perfection. On ne peut, exiger la perfection, mais ne le devrait-on pas y tendre? C'est dur à dire, hein. Autrement, on tolère toujours des erreurs et elles se fossilisent. Alors, question super intéressante de David. Je suis assez d'accord en plus avec son commentaire, d'accord. Je pense que qu'on enseigne en cours de FLE avec des manuels, hein. Moi j'utilise beaucoup Alter Ego, mais il y a aussi Edito qui sont les 2 manuels les plus populaires. D'ailleurs, j'avais fait un top des manuels, je vous mets le lien en haut à droite de l'écran, n'hésitez pas à aller le voir. J'avais fait un top 5 des manuels de FLE pour enseigner le FLE. Alors, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite aussi à aller le voir. Alors, c'est la vérité, moi je trouve qu'il a raison. Je trouve que la plupart des choses qu'on enseigne en classe de FLE, surtout avec l'aide d'un manuel, ça s'éloigne pas mal de ce qui est DELF-DALF. Alors, ils vont vous mettre... entraînez-vous au DELF-DALF, ils vont vous mettre des petits blocs, on va faire des productions écrites, on va donner des devoirs à la maison à faire à l'apprenant, etc. Mais au final, en tout et pour tout, je trouve que ça s'éloigne pas mal, hein, de ce qui va être demandé au DELF notamment. Donc moi je suis assez d'accord avec ça. Alors, par rapport au fait de ne pas fossiliser les erreurs des apprenants quand ils font des erreurs, moi je pense que ça dépend des profs. Je pense que si vous êtes un prof quand même qui veut faire progresser les élèves et que ça vous tient à cœur que les élèves progressent, etc., vous êtes un prof un minimum exigeant, vous n'allez pas laisser passer les erreurs. Moi je ne les laisse pas passer. Alors je ne suis pas non plus un nazi sur les bords, c'est-à-dire que je ne vais pas non plus corriger mon apprenant à chaque fois qu'il va faire une micro-erreur et qu'elle va se répéter, etc. Non, j'ai corrigé intelligemment, d'accord. J'avais aussi fait une vidéo sur ma chaîne concernant la correction d'erreurs, à quel moment il faut corriger ou pas. Je peux vous mettre le lien également en haut à droite de l'écran. Je me rends compte que j'ai traité beaucoup de sujets sur ma chaîne, contrairement par rapport à l'enseignement du FLE. Enfin bref, donc tout dépend le degré d'exigence du prof. C'est vrai qu'il y a des profs qui ne sont pas suffisamment exigeants, qui ne vont pas suffisamment corriger les élèves, et c'est bien dommage en fait. Donc ce qu'il faut faire, c'est quand même corriger suffisamment, et on peut quand même accompagner suffisamment pour l'élève pour qu'il puisse être suffisamment préparé au DELF, quand bien même on suit une méthode qui n'est pas 100% adaptée, d'accord. Mais je suis assez d'accord que les manuels ne sont pas souvent parfaits pour le DELF ou le DALF, d'accord. Alors par contre, oui, ce qui est très important, c'est que se contenter du manuel, ça suffit pas, d'accord. Ça suffit pas du tout. Moi, en tant que prof, si je me contentais seulement du manuel, les élèves ne progresseraient jamais. Moi, je me permets en fait de leur envoyer une tonne de devoirs. Donc, ils doivent faire énormément de devoirs derrière. Je leur donne une batterie d'exercices. Bon, quand je dis énormément de devoirs, ça dépend, hein, mais c'est souvent une batterie d'exercices, des cours à préparer, etc., etc. Enfin bref, beaucoup de choses, des productions écrites. Mais évidemment, si vous contentez seulement du cours pour l'élève, ça suffit pas. Donc, vous, votre boulot en tant que prof de FLE, c'est vraiment de donner suffisamment de matière pour que l'élève soit suffisamment préparé au DELF-DALF. Si vous contentez seulement de suivre le manuel 1 heure et puis après c'est terminé, les apprenants ils font plus rien à côté, ça ne suffit pas. Donc l'idée c'est aussi en plus que le prof n'est pas surhumain, c'est-à-dire que va vraiment falloir que l'élève il comprenne par lui-même en fait que s'il se contente du cours de FLE, il n'arrivera jamais à atteindre ses objectifs. Et que lui par lui-même, l'élève, c'est à lui
d'accord, d'aller écouter des podcasts, d'aller regarder des films en français, d'écouter de la musique, etc., etc. Parce que s'il se contente du cours de FLE, jamais il pourra vraiment progresser énormément. Ça sera trop insuffisant, d'accord. Donc ce que vous pouvez faire, vous, en tant que prof, c'est donner suffisamment de ressources et de matière à vos élèves pour qu'ils puissent progresser en autonomie. C'est vraiment ça le boulot de prof de FLE en fait. Quand on est un prof de FLE, on n'est pas simplement là à faire cours, hein. Bien sûr la préparation, mais derrière il faut assurer un suivi pour l'élève, assurer que l'élève progresse, qu'il ait la discipline de revoir le vocabulaire, de revoir les cours, que vous lui donniez des ressources, et s'assurer qu'il écoute ces ressources et qu'il applique bien ça, d'accord. Donc il y a toute une partie développement personnel, il y a toute une partie coach, accompagnateur, en plus que d'être un prof de FLE. Voilà, donc pour moi c'est ça qui est important, et j'avais fait une formation à ce sujet, d'ailleurs, les 7 outils pour devenir un maître du FLE, et dans cette formation, je vous donnais en fait tous les outils qui permettaient à l'élève d'avoir cette discipline pour travailler en autonomie derrière, parce que si encore une fois l'élève il n'a pas compris que derrière il doit avoir un maximum d'autonomie, qu'il doit utiliser des outils pour mémoriser le vocabulaire, etc., etc., il s'en sortira pas. Il peut apprendre des centaines, des milliers d'heures en enseignement du FLE, il n'arrivera pas à atteindre un DELF B2, etc. Donc voilà, tout simplement. J'espère avoir répondu à ta question, David. En tout cas c'était une question qui était très très pertinente. On passe à la question numéro 3. Par Justine Holland. Alors Justine, elle me pose la question suivante. Bonjour, je suis prof de français dans l'éducation... pardon, je bafouille beaucoup dans ces vidéos, excusez-moi d'avance. Je suis prof de français dans l'éducation nationale et je prépare en parallèle un master FLE. Je compte très prochainement me lancer sur italki. Est-ce que je pourrais postuler en tant qu'enseignante professionnelle ou je devrais prendre le statut de tuteur jusqu'à ma validation de master 1? Question très intéressante. Alors, on en a déjà parlé beaucoup aussi sur ma chaîne. Alors, j'imagine qu'il y a 130 vidéos, vous n'avez pas eu le temps de regarder toutes les vidéos de ma chaîne, hein. Il y en a qui sont arrivées en cours de route, un peu plus tard, etc., etc. Donc, je vais essayer de mettre tous les liens en haut à droite de l'écran voilà, pour donner un maximum d'informations, pour répondre à tes questions en détail. Alors, déjà, effectivement, pour être un enseignant professionnel sur italki, il faut avoir un diplôme d'enseignement du FLE. Parce que quand on est un enseignant pro, c'est pas n'importe qui, hein, c'est pas quelqu'un qui a jamais fait d'enseignement de sa vie, qui va aller sur italki, il va se dire voilà, je vais être enseignant professionnel juste en postulant comme ça, alors que j'ai fait une licence de, je sais pas moi, une licence de chimie par exemple, hop, je vais me retrouver prof de enseignant professionnel sur italki. Non, ils acceptent pas n'importe qui, évidemment, il faut avoir un diplôme d'enseignement du FLE. Alors pas simplement un master 1, hein, on peut avoir très bien, ou un master 2, hein, on peut très bien avoir un DAE FLE, un DU FLE, je pense que ça passe, d'accord. Et il y a des exceptions. Alors ça c'est vraiment ça qui est important dans ce que j'aimerais te répondre en fait, c'est que j'ai un ami moi qui s'appelle Tom Gauthier. Il a commencé italki en 2014 et il a commencé en tant que tuteur en 2014 et puis il est devenu enseignant professionnel par la suite. Alors quand il était tuteur, il avait juste une licence LEA et quand il est devenu enseignant pro, il n'a pas passé un master FLE entre temps, il a juste postulé en tant que tuteur et il était suffisamment... il avait suffisamment de succès sur la plateforme et italki l'ont accepté quand même en tant qu'enseignant professionnel parce qu'il était excellent prof, parce qu'il a fait ses preuves en fait. Il a juste uploadé sa licence de langue et ils l'ont quand même accepté comme prof professionnel d'enseignement du FLE. Je l'ai interviewé sur ma chaîne, Tom, je vais mettre le lien en haut à droite de l'écran. C'était une interview qui a énormément plu à beaucoup de gens, qui a énormément inspiré beaucoup de gens sur la chaîne, donc j'invite vraiment tout le monde. Si vous n'avez pas vu cette interview, je vous conseille vraiment d'aller la voir. C'est vraiment une des meilleures interviews que j'ai pu faire sur ma chaîne avec Tom, qui a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Apprendre une langue. Donc vraiment je vous invite à écouter l'entretien que j'ai eu avec lui sur la chaîne YouTube. Je vous mets le lien en haut à droite de l'écran, n'hésitez pas à aller voir ça. Donc voilà, selon moi, alors la meilleure stratégie que je ferais si j'étais toi, c'est très bien de faire un master 1 FLE, hein, pas de souci. Tu peux commencer en tant que tuteur sur italki. Et de toute façon, tu peux très bien passer de tuteur à enseignant professionnel quand tu auras ton M1, effectivement. Donc voilà, moi ce que je te conseille de faire, c'est tu peux passer ton M1, fais tes études tranquillement, tu fais tuteur italki, ça te fera un petit peu d'argent, ouais, ça permet d'avoir un petit peu d'excellence pro, donc c'est plutôt une bonne idée. Et derrière, quand tu auras ton Master 1, tu peux très bien transiter, tu uploads ton diplôme sur la plateforme et tu fais ta transition de tuteur à enseignant professionnel, sans aucun problème, d'accord? Voilà, moi c'est ça que je ferais si j'étais toi. Question numéro 4, encore de David. Bonjour, vous parlez très souvent de italki. Je suppose que c'est un site, donc une plateforme, et que cette plateforme prend une commission. Correct? Et les revenus engendrés sur la plateforme sont ceux que vous devez déclarer, je suppose. Par ailleurs, en tant qu'auto-entrepreneur, est-ce une bonne solution pour la retraite à terme? Encore une excellente question de David. Alors je vais essayer d'y répondre. Alors effectivement, italki prend une commission. C'est 15% de commission.
La commission varie en fonction des plateformes. Le même ami qui s'appelle Tom que je viens de citer a fait une super vidéo qui s'appelle le top 7 des plateformes d'enseignement en ligne. Je peux vous mettre encore une fois le lien en haut à droite de l'écran. C'est une super vidéo en fait qui compare les taux de commission des plateformes, d'accord. Et en fait, Tom, il vous dit en fait quelles sont les meilleures plateformes pour enseigner. D'accord, il va de la moins intéressante vers la plus intéressante et objectivement, il vous donne en fait les critères. Quels sont les critères, comment ça se passe enseignement, il vous présente les plateformes, il vous met voilà, vraiment une vidéo qui est extrêmement bien faite, je vous invite vraiment à aller la voir, d'accord. Donc sur Italki, c'est 15% de commission, et effectivement, si vous êtes auto-entrepreneur, il va falloir déclarer vos revenus, donc c'est à peu près 20% en fait du chiffre d'affaires que vous générez, qu'il faudra déclarer à l'État, d'accord, quand vous êtes auto-entrepreneur. Alors la deuxième partie de la question, c'est sur le long terme, pour préparer la retraite si on reste auto-entrepreneur toute sa vie. Alors ça c'est beaucoup plus difficile effectivement parce que quand on est auto-entrepreneur, on n'a pas trop les avantages du salarié. Donc voilà, donc c'est à vous vraiment, c'est pour ça que je dis vraiment gagnez bien votre vie, soyez à 2000 € par mois. Moi j'ai fait des formations pour vous aider, hein. Une formation devenir nomade digital de FLE pour gagner plus de 2000 € par mois. Vous n'êtes pas obligé de suivre ces formations, mais encore une fois l'idée c'est vraiment d'avoir de gagner bien sa vie à 2000 € par mois, qu'on ne peut pas faire quand on est salarié, mais au moins si on a 2000 € par mois, d'accord, on peut mettre beaucoup d'argent de côté et on peut anticiper cette retraite, d'accord. C'est vraiment tout l'idée. Mais effectivement, je pense que quand on est entrepreneur, l'inconvénient qu'on a, c'est qu'on doit construire sa propre retraite. Alors, quand on est salarié, bien sûr, on cotise pour la retraite, donc c'est très différent. Donc c'est un petit peu les inconvénients du statut d'indépendant, etc. C'est que vraiment, il faut être très autonome, etc. On peut gagner beaucoup plus, parce qu'on peut fixer son propre taux horaire, mais à contrario, il y a certains avantages qu'on a de salarié, la sécurité de l'emploi ou le fait qu'on cotise pour la retraite. Et évidemment, quand on est auto-entrepreneur, on n'a pas ces avantages-là. Donc voilà, moi ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment d'arriver à gagner votre vie le plus vite possible, le mieux possible en fait, et d'être à 2000 € par mois et d'économiser un maximum pour préparer votre retraite. En tout cas, c'est la meilleure